On y va. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être venus assister cet après-midi à la présentation officielle du projet OSPAN. Je rappelle qu'OSPAN signifie Observation et Statistique des phénomènes aériens non identifiés. Alors j'ai le plaisir d'accueillir aux rencontres des sciences et de l'inexpliqué Monsieur Cyril Casula, qui est à ma droite, qui est l'initiateur et le concepteur du projet OSPAN, ainsi que Monsieur Karim Najib, qui est assis dans la salle, au deuxième rang, qui est le concepteur d'une application pour téléphone mobile dédiée à l'ufologie. Alors Cyril et Najib sont tous deux informaticiens, et Cyril est aussi spécialiste de l'impression 3D. Alors, nous regrettons l'absence du philosophe Philippe Solal, qui fait partie de l'équipe du projet et qui, pour des raisons professionnelles, n'a pas pu se libérer aujourd'hui. Nous en sommes bien désolés. Alors, voici le programme pour cet après-midi. Première partie de 14h15 à 15h15 environ, c'est-à-dire environ 1 heure. Donc Cyril va nous parler de l'origine du projet OSPAN, avec 2 récits d'observation du phénomène OVNI. Et puis, donc lui, Cyril, a été témoin du phénomène, et un de ses amis qui est dans la salle, qui va aussi témoigner sur l'estrade. Ensuite, présentation théorique du projet OSPAN, philosophie du projet, objectifs, résultats escomptés, et puis on parlera aussi de ce qu'on appelle la communauté OSPAN, donc communauté de personnes autour de l'application. Ensuite, on fera une pause de 30 minutes, ce qui permettra des échanges entre les personnes. Et puis, on abordera la seconde partie donc, de cet après-midi, entre 15h45 et 17h. Enfin, je donne des heures, c'est des points de repère en fait, ça peut être fluctuant. Donc la deuxième partie est essentiellement consacrée aux démonstrations. Alors, il y a 2 démonstrations. La démonstration par Cyril de l'application OSPAN, et ensuite la démonstration de l'application OVNI-Direct par Najib, donc gestionnaire du site OVNI-Direct. En fait, aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle, puisqu'il y a 2 applications qui vont être démontrées. On fera à nouveau une petite pause d'une quinzaine de minutes, et ensuite on abordera donc la 3e partie, qui va en gros de 17h15 à 18h30. Donc là, on aura du temps, le public pourra poser des questions, on pourra échanger, et puis bon, moi je ferai un petit mot de la fin pour clôturer ces présentations. Voilà. Donc maintenant, je vais laisser la parole à mon ami Cyril, qui va nous parler de l'origine de ce projet. Voilà, je te laisse la parole, Cyril. Merci Daniel, bonsoir à tous. Donc je vais commencer en fait par vous prévenir, je ne suis pas du tout un conférencier, je suis un informaticien, donc je n'ai pas très l'habitude de m'exprimer en public, donc vous pardonnerez mes errances. Voilà, donc on va commencer en fait par, on va faire un petit saut dans le temps, donc là vous la reconnaissez, c'est la Terre, et on va s'approcher, d'un point de vue spatial, on va s'approcher du sud de la France, et d'un point de vue temporel, on va retourner en 1980. Donc, nous voilà dans le sud de la France, en fait, le 11 novembre 1980. Nous nous trouvons dans la plaine de Beaunieu. Beaunieu, ça se trouve dans le Vaucluse, c'est un petit village très touristique. Et à cette époque-là, j'ai 9 ans, donc je suis pas très... Daniel. Oui, micro plus près. Et ici Celui-ci marche, vas-y. Merci. Donc en 1980, le 11 novembre,
comme tous les 12 novembre, le jour est férié. Et on avait l'habitude, en fait, avec mes parents, d'aller chez mes grands-parents pour dîner. Le midi, c'est l'après-midi ensemble. Et ce jour-là, en fait, en redescendant de Beaulieu, Beaulieu c'est sur les hauteurs, c'est à 600 mètres d'altitude, et nous habitons dans la plaine. Donc en revenant de Beaulieu, dans la voiture, nous étions 3. On s'est retrouvés dans le chemin familial. Donc là, j'ai mis une vue un peu plus proche où en fait on voit ici le chemin que nous avons emprunté. Et ici, en fait, à la sortie des arbres du petit bosquet, devant ce champ-là, nous avons vu ça. Voilà. C'est un ovni d'une forme ovoïde, ovale, comme un disque en fait, et qui se trouvait juste devant la voiture en fait. La voiture s'est arrêtée. Moi j'ai eu extrêmement peur. J'étais même tétanisé de peur en fait, et j'ai encore des frissons quand j'en parle aujourd'hui. Mes parents sont restés stupéfaits, et cette rencontre en fait m'a profondément marqué. Donc cet objet en fait s'est lentement déplacé, il était au niveau du champ là, il s'est lentement déplacé à la verticale, il s'est déplacé ensuite latéralement vers la gauche, au-dessus des arbres qu'on voit ici au premier plan. La voiture était vraiment là où j'ai pris la photo. Cette photo date de 2011. Et puis, ça a duré quelques dizaines de secondes. Et puis, l'objet ne s'est pas dématérialisé. Il a pris la direction. Ce qu'on voit là-bas au fond, en fait, sur l'écran, ici, j'indique sur la souris, c'est le Luberon, que certains connaissent. Les hauteurs du Luberon, c'est donc à peu près 600 mètres, c'est à 6 km. Et le temps que l'objet a mis entre son changement de couleur et sa disparition est à peu près d'une seconde. On a vraiment vu la chose partir à une vitesse incroyable, avec 3 flashs blancs qui se sont détachés et qui l'ont suivi à la même vitesse. Donc on a été vraiment très très marqués par cette rencontre. Et mes parents ont appelé la gendarmerie immédiatement. Mon père travaillait au point chaussée, donc il était en relation avec la brigade de gendarmerie de Beaulieu assez fréquemment. Il travaillait sur les mêmes interventions. Et donc ils ont pris en considération son témoignage, normalement. Bon, c'est un témoignage que je n'ai jamais retrouvé. Donc cet objet a disparu d'une manière foudroyante. Et à l'époque, ma mère était institutrice, et donc elle m'a incité en fait, à écrire une petite rédaction que j'ai retrouvée, dans laquelle en fait j'ai conté notre aventure. J'ai vu un ovni le 11 novembre, donc avec un petit dessin et tout. J'avais 9 ans, hein, donc il faut pardonner les fautes d'orthographe, dans laquelle je décris précisément ce qui s'est passé à ce moment-là. Alors, il faut savoir qu'en fait cette rencontre est restée sous silence. Il y a eu, je vais vous montrer par la suite, il y a eu énormément de témoins. Quand je dis énormément, c'est plusieurs centaines. Et je suis stupéfait, enfin j'ai été stupéfait par la suite d'apprendre qu'en fait c'était une observation qui n'était pas relatée, qui n'était pas connue. Alors il me semble qu'à partir d'une centaine de témoins, on peut s'intéresser au cas. Peut-être quelques-uns parmi vous connaissent ce cas-là, mais ayant cherché sur internet bien des années après, je n'ai pas trouvé de relation marquée. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, en 1980, l'état d'esprit faisait qu'il ne fallait pas en parler, c'était tabou, un sujet dont il ne fallait pas évoquer, sous possibilité de passer, je pense que l'ordi se décharge, je vais recharger ça. Est-ce que ce type de prise... non, mais je pense qu'en fait, il faut juste que je le relis. Je vous demande une petite seconde, excusez-moi. C'est vraiment du direct. Bon, pendant que la technique redémarre. Donc ce qui s'est passé, c'est que pendant des années, ça a été un sujet tabou, on n'en a pas parlé.
Il faut savoir qu'en fait, autour de nous, énormément de gens ont vu cette chose, cet objet, on l'appellera comme on veut. Et le silence a duré une vingtaine d'années, en fait. Cette observation donc, a eu lieu le 11 novembre à 18h45, 11 novembre 1980. Il faut savoir que le hasard a fait que ma fille est née le 11 novembre 2000, donc 20 ans après, pile poil. Et pour ces 4 ans, ma mère en fait avait conservé les documents. Donc documents, coupures de presse, notamment la rédaction qu'on a vue ici. J'ai les documents ici, d'ailleurs si quelqu'un veut les consulter, c'est volontiers. Et ce qui s'est passé, c'est que donc pour l'anniversaire des 4 ans de ma fille, eh bien, ma mère m'a sorti le dossier sur la table et m'a dit, tiens, tu te rappelles, plus que m'a rappelé, puisque ça m'est resté gravé à vie, et je lui ai dit, tiens, tu avais conservé ça, c'est curieux. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu le sentiment que j'avais le droit d'en parler. J'avais un peu, si on veut, l'approbation parentale, en fait, pour pouvoir aborder le sujet. Et j'ai commencé mes recherches à ce moment-là. Alors, le temps que l'ordinateur redémarre, je vais vous raconter un petit peu ce que j'ai retrouvé à ce moment-là, des coupures de presse que j'ai commencé à parcourir. Où je me... Oui, éventuellement. Oui, alors, en attendant que la technique redevienne opérationnelle, quelle est la philosophie du projet OSPAN, hein? Le projet OSPAN ne se limite pas au téléchargement d'une application sur un téléphone mobile. Son ambition va bien au-delà, même si l'application téléchargeable est un élément essentiel du dispositif. En fait, le projet dans son ensemble a été pensé comme la mise en place d'un véritable programme de recherche scientifique pour tenter de comprendre les ovnis, ou du moins de mettre en évidence certaines caractéristiques de ces phénomènes encore mystérieux à bien des égards. Alors, chaque phase du projet a été minutieusement préparée et s'inscrit dans un vaste ensemble qui va de la collecte d'informations objectives via une application jusqu'à une analyse poussée des données recueillies sur la base de données avec un système expert CLIPS dont nous parlera tout à l'heure Cyril. Par ailleurs, le projet OSPAN se veut un projet fédérateur, dans la mesure où il offre aux chercheurs un outil universel, utilisable par tous, et cela indépendamment des interprétations que chacun peut avoir du phénomène OVNI. Ça, c'est très important. Il offre une approche purement pragmatique, éloignée de toute considération théorique et spéculative. Alors, on va parler de ce que j'appelle la communauté OSPAN. Qu'est-ce que c'est que la communauté OSPAN? Alors, le simple fait de télécharger l'application donnera aussi le privilège d'entrer dans ce que nous appelons, de ce que nous avons appelé lorsqu'on avait réfléchi au projet, la communauté OSPAN. C'est-à-dire l'ensemble des personnes qui participent d'une façon ou d'une autre à ce vaste projet de recherche scientifique sur les ovnis. Alors cette communauté, elle va du simple témoin qui se sert de son application pour enregistrer son témoignage et enrichir la base de données, jusqu'au scientifique qui fait partie du comité d'experts, et le projet OSPAN a et aura un comité d'experts. Chacun à son niveau a son rôle à jouer dans ce programme d'études, et chacun amène sa pierre à l'édifice pour faire avancer la science dans la compréhension du phénomène OVNI. Alors, on a trouvé un modèle qui pouvait correspondre à ce que nous on fait avec les OVNI. En cela, nous sommes inspirés en partie seulement du programme SETI. Alors j'espère que vous connaissez le programme SETI. C'est un programme qui est une expérience scientifique qui fédère des millions de personnes à travers le monde autour de la recherche de signaux extraterrestres en provenance des étoiles. Alors jusqu'à présent, le programme SETI n'a pas vraiment donné de résultats probants, sauf quelques signaux qui étaient transitoires, et notamment le fameux signal WOW qui a été détecté.
Mais bon, jusqu'à présent, le programme SETI n'a pas vraiment donné beaucoup de résultats. Alors nous, on s'est inspiré pour créer la communauté OSPAN. Donc, vous m'entendez? Oui. Donc nous, on s'est inspiré donc, du programme SETI pour créer la communauté OSPAN, mais en partie seulement. Cependant, contrairement au programme SETI qui attend de façon passive un signal en provenance des étoiles, le projet OSPAN propose au contraire une initiative active de collecte de faits et d'informations concernant le phénomène OVNI. La démarche est complètement inverse. Dans SETI, on attend, alors que dans OSPAN, on va à la recherche des données. Donc ça, c'est une grande différence. Ensuite, l'intégration d'une personne à la communauté OSPAN lui donnera de facto la possibilité d'accéder aux résultats de nos recherches, de donner son avis sur ces résultats et de recevoir de façon régulière des informations sur l'avancement de nos travaux. Donc la personne qui fera partie de cette communauté aura quand même pas mal d'avantages. Ainsi, cette personne participera de façon active à notre programme de recherche sur les OVNI. Alors l'objectif de cette communauté OSPAN, c'est de fédérer un nombre important d'acteurs autour d'un même projet scientifique et de permettre à ces acteurs de contribuer à l'avancement de ce projet indépendamment de l'interprétation que chaque personne fait des faits. Ça c'est important, c'est-à-dire que dans le monde de l'ufologie, bon, il y a les observations, il y a les témoignages, et puis il y a toutes ces rhétoriques, cette rhétorique autour des témoignages et toutes ces théories qui sont émises. En fait, dans le projet OSPAN, ce qui nous intéresse, c'est la collecte d'informations. Après, à partir de ces informations, on peut échafauder des hypothèses, mais ce n'est pas le but premier du projet OSPAN. Voilà. Donc j'ai résumé c'est la philosophie du projet. Est-ce que Cyril, tu es opérationnel? Ok, bon, je te repasse le micro. Merci. Merci. Donc, je résume en fait. On est témoin d'une observation phénoménale. Il faut savoir qu'en fait, on s'est retrouvé à moins de 30 mètres de ce phénomène-là, sidéré par la peur, profondément marqué. Et à la suite de ça, donc 20 ans après, 24 ans après précisément, en fait, ma mère avait constitué un dossier. Et donc, je vous montre quelques-uns. Je ne sais pas si vous le verrez bien. De toute façon, le document sera disponible sur Internet par la suite si vous voulez regarder en détail les scans, etc. Les différents articles de presse qui sont parus dans donc, la presse locale, le Provençal, le Dauphiné, et qui évoquent en fait ce phénomène qui a été observé par plus de 450 personnes. Je suis vraiment surpris que ce ne soit pas le phénomène peut-être le plus connu en France. Toute modestie. Il y en a des dizaines et des dizaines. Vous avez des dizaines et des dizaines de témoignages écrits. Et les journaux relatent en fait des avalanches, je cite, des avalanches, des raz-de-marée de témoignages. Vous voyez, il y en a tant qu'on veut. Donc ça, ce sont ceux qui ont été conservés, qui sont ici. Pour les avoir parcourus, il y a quelques coquilles qui sont délicieuses, d'ailleurs là-dedans, pour l'anecdote. Vous avez par exemple monsieur et madame Alien qui déclarent avoir vu un vaisseau spatial au-dessus de la plaine de Beaulieu, habitant le quartier des Huguets. Alors, encore une coïncidence, j'habite exactement à cet endroit-là, 33 ans après. C'est curieux quand même. Sans le vouloir, évidemment, tout ça, c'est... Et à l'époque, 1980, Alien, le film n'était pas sorti, je crois, enfin, c'était pas volontaire. Donc voilà, enfin, il y a pas mal d'anecdotes sur ça. Et donc, comme vous le voyez, enfin, vous pourrez les consulter si vous voulez. Il y a eu énormément d'articles sur ce phénomène. Le 11 novembre à 18h45, retenez bien la date. Donc, à partir de 2004, j'ai commencé en fait à me poser la question de savoir si ce qu'on avait vu était comme tout le monde en fait, était un engin secret, militaire. Bon, évidemment, ça ne faisait pas de bruit. Je n'ai pas précisé là pour l'instant, mais
les caractéristiques aérodynamiques de l'objet ne correspondaient absolument pas à mon champ de compréhension dans ce domaine-là. À cette époque-là, je faisais beaucoup de maquettes d'avions, donc j'avais déjà quelques petites connaissances. Et un engin qui se déplace à cette vitesse-là, c'est quelque chose qui m'était complètement inconnu. Donc j'ai commencé à partir de 2004 en fait à me rapprocher de ce qui est aujourd'hui le GEPAN pour avoir des explications. Donc j'ai simplement cherché sur internet comme tout le monde pour savoir s'il existait déjà un dossier, s'il y avait d'autres témoignages. Les seuls témoignages dont j'ai entendu parler aujourd'hui sont des témoignages de militaires, notamment au repas ufologique, me semble-t-il, de Nice, qui ont évoqué exactement le même phénomène, c'est-à-dire en fait un phénomène orangé qui change de couleur en fonction de son altitude et de sa vitesse. Voilà, c'est le seul témoignage correspondant à peu près à ce qu'on a vu actuel. J'ai intitulé cette deuxième partie Le fil en aiguille parce que à cette époque-là, je me suis rapproché de quelqu'un que vous devez connaître, qui s'appelle Jean-Jacques Velasco. À l'époque, il était le directeur de l'organisme du CNES, du CEPRA, tout à fait. Et donc j'ai pris mon courage à deux mains et puis j'ai appelé pour savoir. Et je lui ai proposé le cas et je lui ai dit voilà, en 1980 il s'est passé ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et donc M. Velasco m'a répondu qu'il était en train d'écrire un livre que certains ont vu ou lu, OVNI l'évidence, et ça c'était donc début 2005. Malheureusement il a quitté son poste très peu de temps après. Mais on a eu des échanges très intéressants, notamment sur la possibilité que ces objets, puisqu'il y en a eu plusieurs en même temps, aient été, on va dire, pris en considération par nos radars. Après, vous pouvez voir auprès de lui plus de détails. Malheureusement, on n'a pas communiqué davantage à ce moment-là. Donc j'ai acheté son bouquin, dans lequel il est très intéressant de constater qu'il faisait un rapport assez étroit avec les phénomènes d'ouverture de silos nucléaires, par exemple, tout ce qui touche au nucléaire. Il a proposé des courbes en fait qui se superposent pratiquement entre les observations et l'activité nucléaire humaine. Je trouve ça très intéressant parce qu'il se trouve qu'en fait Beaulieu, ça se trouve précisément à 20 km à vol d'oiseau, 23 km à vol d'oiseau du plateau d'Albion, que certains connaissent. Le plateau d'Albion, là j'ai mis une petite photo, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça c'est l'installation d'une tête nucléaire sur le plateau. Le plateau d'Albion en fait a été mis en place en 1967 et pendant une bonne trentaine d'années on va dire a été le lieu de manifestation, puisque en fait ayant été au collège avec des fils de militaires qui travaillaient sur le plateau d'Albion, les histoires d'OVNI, entre guillemets, les observations, il y en avait des dizaines, des dizaines et des dizaines. C'était chaque semaine, en fait, qu'on avait quelque chose, une anecdote qui sortait à ce sujet-là. Donc, c'était quelque chose, on va dire, d'entendu. Il faut savoir aussi qu'à cette époque-là, en 1980, lorsque j'ai fait cette observation, pour moi c'était naturel et j'étais persuadé de revoir un OVNI un jour. Il ne m'a pas semblé la chose véritablement unique. Donc, pour revenir au plateau d'Albion, j'ai commencé un petit peu à me documenter, savoir, c'est là où je me suis aperçu qu'il y avait eu des observations, notamment un petit peu comme cela s'est passé aux États-Unis, je crois, de survol en fait de sites sensibles. Et je suis tombé sur les travaux d'un monsieur qui a énormément fréquenté la région où j'habite, la région de Bioux, le plateau d'Albion. Il y a traîné pendant pas mal d'années, j'ai regardé un petit peu ce qu'il a fait, j'avais lu quelques-uns de ses romans, vous devez le connaître, c'est monsieur Jimmy Guilleux. Auquel je voudrais rendre hommage, tiens d'ailleurs, pourquoi pas aujourd'hui, parce que c'est quelqu'un qui a fait un travail énorme en fait, quel que soit ce que certains peuvent penser, peut-être de ces extrapolations, des choses comme ça. De mon côté, je trouve que c'est quelqu'un qui a vraiment fait un travail de terrain et qui s'est déplacé, lui. Vous verrez pourquoi je dis lui. Donc voilà, donc j'ai regardé un petit peu les travaux de Jimmy Guilleux, je me suis passionné pour ce qu'il a fait. Je ne suis pas forcément versé en fait, dans tout ce qui touche. Je sais qu'il a fait beaucoup de travaux par exemple sur des mystères comme Rennes le Château, Bugarache. C'est quelqu'un qui a quand même pas mal baladé et qui a abordé beaucoup de sujets. Je suis à la base pas forcément passionné par ça, mais je me suis quand même intéressé à une de ses recherches qui concernait cet endroit-là.
Cet endroit, ça se trouve en fait en face de Saint-Giniès. C'est au-dessus de la chapelle Dromont. Vous allez voir pourquoi je parle de ça. Donc, parmi mes recherches, donc, vous voyez, j'ai vraiment nommé ça de fil en aiguille. Pourquoi? Parce qu'en fait, à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser au phénomène, je suis tombé donc, sur M. Velasco. Ayant lu Velasco, je vois le rapport avec le nucléaire. Je m'aperçois que d'autres personnes sont aussi à la recherche se questionnent en tout cas sur le lieu et puis sur les rapports entre le nucléaire et le phénomène OVNI. Je tombe sur donc, les travaux de Jimmy Guilleux, et dans ces travaux, je tombe sur un site qui se trouve être au-dessus de Sisteron, dans le sud-est de la France. Voilà. Pour revenir ensuite à mes recherches, puisqu'en fait je veux savoir, je me pose une question et je me dis, Cyril, tu as un objet qui est parti sans faire de bruit, à 30 mètres de toi, et qui a franchi 6 km à peu près en 1 seconde. Donc j'ai pris une règle de calcul, j'ai commencé à calculer, et puis j'arrivais aux alentours, en enlevant un petit peu les marges d'erreur, j'arrivais entre 15 000 et 18 000 km/h. Et je me suis dit, mais bon, c'est sûrement quelque chose, un projet militaire secret. Parce qu'on a du mal à se dire qu'à un moment donné, c'est pas ça. Donc on commence par ça. Donc j'ai commencé à faire des recherches pour savoir qu'est-ce qui pouvait aller à cette vitesse-là, à cette époque-là, 1980. Donc mes recherches m'ont mené sur des dossiers américains concernant notamment les projets militaires. C'est assez passionnant, mais ça ne mène pas à grand-chose parce que beaucoup de ces documents sont encore tenus secrets. Donc c'est très difficile d'avoir une idée de ce que cela pouvait être. Mais en cherchant davantage, en fait, je suis tombé sur les travaux de notre monsieur qui a travaillé sur la MHD. Ça doit vous parler, je vais vous montrer qui c'est. C'est Jean-Pierre Petit. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était le seul qui a, à ma connaissance en tout cas, publié ses travaux, notamment il essayait d'expliquer, il a fait des conférences, il essayait d'expliquer comment est-ce qu'on pouvait obtenir ce type de vitesse, c'est-à-dire en fait éviter le frottement de l'air, ioniser, si on veut, un bolide quel qu'il soit, de façon à lui permettre d'obtenir ces vitesses-là. Mais malgré ça, je suis quand même resté sceptique sur le fait qu'en 1980, un objet de cette capacité-là, avec surtout les impressions psychologiques en fait, qui en ont découlé, puisse faire partie des travaux secrets. Bon. De fil en aiguille, je continue, vous allez voir, c'est long, hein, j'espère que vous êtes bien installés. Donc Jean-Pierre Petit, il est connu pour ses travaux sur la MHD, un astrophysicien de renom. Il est aussi connu pour un autre sujet, ça doit sûrement vous parler, si je vous montre ce signe-là. C'est le dossier UMIT. Alors là, je pense que tout le monde va partir en courant, mais ça fait partie aussi de choses qui ont été publiées autour de sa personne, notamment. Il a fait partie des différents scientifiques qui auraient reçu des courriers UMIT. Alors, comme tout le monde, hein, je ne suis pas très versé moi, dans le dossier UMIT, mais donc j'ai parcouru, j'ai lu, j'ai commencé un petit peu à lire, je regardais les lettres sceptiques, hein, je dois bien l'avouer. J'ai lu les possibilités de fake, comme on dit de nos jours. Et parcourant ce dossier, je suis quand même quelqu'un d'assez curieux en fait par nature. C'est-à-dire que je ne suis pas forcément quelqu'un de croyant, mais je suis très curieux. Et ma curiosité en fait m'a poussé à lire les premières lettres UMIT, celles dans lesquelles en fait il était question du lieu d'atterrissage des UMIT, qui se situerait aux alentours de Digne, La Javie. Il y a quelque chose de très, il y a des descriptions qui sont très, très prenantes. Et je me suis dit d'ailleurs que la personne, si c'était une personne qui avait écrit ça, elle était quand même relativement douée. Donc je me suis amusé à faire une chose, c'est à temps perdu, vous voyez, je travaille pas mal en infographie, alors là par contre je risque d'avoir un petit peu du mal à l'écran à le voir, mais ici on a la carte je vais me lever en fait, hein, juste une seconde, pour vous situer les villes, on voit pas bien sinon, ici on a Digne, et ici on a La Javie. Donc en fonction des coordonnées qui étaient indiquées, les lettres indiquaient en fait dans un rayon de 13 km aux alentours de Digne et un rayon de 8 km aux alentours de La Javie, ce qui nous donne 2 points de croisement. On est loin du projet Haussmann pour l'instant, mais on va y venir.
Donc, en m'amusant sur Photoshop, j'ai récupéré une carte sur le net, et puis j'ai tracé mes deux cercles, j'ai regardé un petit peu par rapport à l'altitude, que ce soit pas trop mal. Et puis donc j'ai deux points de croisement, j'en ai un qui est sud et un qui est au nord. Et puis je me suis aperçu que je n'étais pas le seul à avoir fait ça. Donc la carte que je vous montre là en surimpression, ici, ces points-là que vous pouvez distinguer, les points roses qui sont ici, c'est une carte que j'ai récupérée sur Internet. Donc vous voyez, ça se juxtapose parfaitement en fait à mon fond. Eh bien, ce sont les points de recherche qui ont été réalisés par différentes personnes des milieux ufologiques. Donc je citerai messieurs Ribera, monsieur Petit aussi, je crois que le groupe U3 espagnol, enfin, beaucoup de gens ont cherché. Et tout comme moi, vous voyez bien un truc qui va vous choquer tout de suite, non? Je vous remonte le truc. C'est qu'en fait, tout le monde a cherché au sud. Et pourquoi personne n'est allé chercher au nord? Parce qu'on a exactement la même configuration au sud et au nord. C'est-à-dire qu'en fait, on a, comme la description le notifiait, on a un fleuve qui passe en dessous, le Besse pour le nord. On a des montagnes, enfin, en dehors du pic du Cheval Blanc, on a pratiquement la même configuration. Bon, et puis j'ai gardé ça en tête, parce qu'il ne faut pas non plus aller trop loin. Donc voilà, j'en étais là. Et dans mes recherches, je me suis aperçu aussi d'une chose très curieuse. C'est encore une petite coïncidence, et de toute façon c'est un parcours en coïncidence. C'est qu'au point nord que vous voyez ici, j'ai indiqué les coordonnées, vous pourrez les récupérer. Il y a quelqu'un d'assez célèbre en fait qui venait y passer son temps, c'est Pierre Gassendi. Pierre Gassendi, c'est un contemporain pour aller vite en fait, de Kepler, de Galilée, à l'époque en fait où le paradigme notre paradigme actuel de compréhension de l'univers était bien différent. Et donc ce personnage-là venait sur le rocher, vous voyez la photo qu'on voit là, elle se trouve à l'aplomb précis, mais précis, hein, à une vingtaine de mètres près, elle se trouve à l'aplomb précis du point de croisement de ces deux cercles. Ça je l'ai découvert parce qu'en fait, j'ai fini par y aller. J'ai mis du temps, mais j'ai fini par y aller. Évidemment, j'ai cherché des amis autour de moi en posant la question, bon les gars, ça vous dirait pas de m'accompagner? J'ai peut-être trouvé le point d'atterrissage nord des Humides. Donc j'ai beaucoup d'amis qui sont des gens assez marrants dans la vie, mais pas jusque-là. Et donc personne ne m'a suivi, pas non plus. Donc voilà. Et puis personne ne m'a suivi, sauf une personne. Une personne que j'ai rencontrée en 1995, il y a bientôt 20 ans maintenant. Cette personne, je l'ai rencontrée avec ma compagne au cours d'un voyage que l'on a fait ensemble en fait à sac à dos. On a fait le tour du monde à pied. On a traversé beaucoup de pays, la Chine, la Russie, le Népal, les États-Unis, une bonne partie de l'Asie. Et au cours de ces pérégrinations, on a rencontré un personnage formidable et avec lequel on est resté amis depuis. Parce qu'on a traversé l'Himalaya à pied ensemble quand même en 6 jours avec une veste en jean, je vous assure. Sans être préparé, ça a été assez difficile. Et cette personne-là est vraiment devenue un très très bon ami et il me rend visite de temps en temps, il nous rend visite de temps en temps quand il y a l'occasion, une fois tous les 1 ou 2 ans. Cette personne, elle est dans la salle en fait. Ça c'est une photo de nous deux sur le plateau du Tibet, on est à Shikatse à cette époque-là. Donc c'est au tout début du printemps, on est fin mars, évidemment on ne cherchait ni véhicule, ni route, ni quoi que ce soit, on s'est vraiment retrouvé dans des situations difficiles, c'est quelqu'un en qui j'ai entièrement confiance. Voilà. Cette personne s'appelle Richard, et Richard, si tu veux venir, je vais pouvoir passer la diapositive suivante. Tu Richard, you sleep? Je vous préviens, Richard ne parle pas français. Et donc, nous sommes le 18 juillet 2011. Et Richard vient me rendre visite. Et je lui dis, écoute, hier j'ai tracé une carte. Et sur cette carte, je suis sûr d'avoir trouvé un truc. Tout le monde est allé chercher au sud. Je suis persuadé qu'il y a un point nord d'atterrissage des Jésuites. Je lui raconte un petit peu l'histoire, 1950. Il me dit, t'es complètement dingue. Il me dit, mais par contre c'est joli. J'ai dit, écoute, c'est magnifique, c'est une superbe montagne. C'est vraiment magnifique. Allez-y, franchement, c'est magnifique. Et c'est un grand marcheur.
J'adore la montagne aussi, du coup, bon, ben, on a pris le prétexte des humides pour les balader. Voilà. Et la vérité, c'est ça, et il va vous expliquer en anglais, et puis je ne traduirai pas, on fera peut-être un petit sous-titre sur la vidéo. Ce qui s'est passé à ce moment-là, j'introduis simplement le fait que, ici, la vue en 3D en fait, que vous avez là, représente en fait un chemin. Ce chemin, il est pratiquement à l'aplomb du point que j'ai montré précédemment. Et ici, à l'écran, vous voyez la trajectoire de ce qu'on a vu. Vous pouvez voir le titre en haut, la patrouille de France. Ça, c'est une photo que j'ai prise de la fameuse patrouille de France. Ça, c'est une deuxième photo. Et ça, c'est la troisième. J'avoue qu'on a été un petit peu déçus. Hein, mais bon, une animation très très mal faite, mais qui permet en fait de se rendre compte de ce que c'est que la patrouille de France. Oui, par contre, la patrouille de France qui fait ça, c'est plus rare déjà. Oui. Bon, je vais vous expliquer après en français correctement les choses. Je vais laisser Richard s'exprimer, je lui passe le micro. Ami anglophone, bienvenue. I won't bother you with my French. It's not understandable. Is it all right if I speak English? So all I can. The first part, even if it were in perfect French, I think you wouldn't understand. But I sometimes think even if people have heard of something, even if it means nothing now, perhaps in the future it may mean something. Now, people often speak about parallel worlds, and it might improve the understanding if they were to think of concentric worlds. It's no problem to conceive of solids and liquids sharing the same center, and even a gaseous atmosphere extending much further into space, yet sharing the same center, such is the case with this planet. You're familiar with the above-mentioned 3 states of matter. There are an additional 46, 46 states of matter. Where let me get a little better light here. Which, though they have names and the light is not too good. Which that's okay. I got it now. They have names and qualities. You may as well think of them for the moment as ethers. And please note the plural. Ethers, plural. Many of these share the center of our planet with the states you are familiar with. The most tenuous, perhaps, are centered on the sun. Better down, okay. The most tenuous maybe are centered. Essayez celui-ci. The most tenuous are centered on perhaps centered on the sun rather than on this planet. Don't worry, that last part is more specific. It's okay. Because of this situation, it is possible for beings to be in physical incarnation, yet be entirely invisible to your present state of awareness. These beings, of whom there are many varieties, can have physical constructs equally invisible to you. Using the laws of precipitation and accretion, it is also possible to make such constructs temporarily or permanently visible to human sight. You may have heard that there are a number of planets around our sun of such rarefied matter that they are not visible. Were you to apply sufficient study and effort, it may be that you could become conscious
on those planes where you already have a presence unknown to ordinary waking consciousness. Okay, the plans and purposes of such beings, this one's died. Shall I keep going? Anybody getting anything? The plans and purposes of such beings are probably for the most part unknown to you. I have heard of intelligences who can fly by a planet and know what everyone on the planet is thinking. I imagine that they would not want to approach the Earth in that state of mind. Okay. The above is by way of preference to an observation of a peculiar nature that I shared with Cyril one sunny afternoon. We had gone to a mountain for a walk, as Cyril had heard some stories of interesting phenomena associated with that location. I'm very skeptical of such matters and try to get solid proof before becoming convinced. My real intention was to have a pleasant afternoon walk in the beautiful French countryside, which we did. The mountaintop is one of those special places you don't want to leave after spending time there. I was also impressed by the history of the French astronomer who had studied there. After a few hours walking, we began our drive back. Just below the top of the mountain, on a dirt road, we passed a small pasture with a house and 2 horses. Am I going too fast? That's perfect. It's okay. Suddenly, one of the horses began running and went around behind the house. This struck me as odd because horses living in a pasture next to a road rarely paid the slightest attention to passing cars. At that moment, Cyril stopped the car saying, "They're here," and jumped out with his camera phone. I got out wondering what had happened, and Cyril indicated that I should look to the sky. Off to the left, at quite a distance, I could see what I would call a broken chevron. One in front, one behind. These microphones are not cooperating. One in front, one behind, above, and 2 in line of 4 V-shaped objects moving towards our position. Do you happen to have the model? Ah, the model, right. I'll just... okay, we've... something like this. Okay. 1, 2, 2, here, coming from the left, and far to the left were a small group. Now, suddenly, the group came forward and completed 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Complete chevron. Let me see if I wanted to say anything more about that. Okay. Okay. Okay, and Cyril was trying to take pictures, photograph. And, but I was watching closely the chevron. I was watching closely the chevron as it approached and passed above us at what I would guess to be several thousand feet, just above us, and looking up at about 70 degrees from the horizontal. So about there, and it just came across
very clear, absolutely perfect daylight. What was particularly strange was that they were individually flying in a vertical rather than horizontal attitude. In other words, they weren't flying this way, they were flying this way. We're making no noise whatsoever, silent, no noise, and had no fuselage or any visible motors. I have watched the French Air Force flying team practice many times, and if they are close enough to see clearly, one can easily distinguish the wings, fuselage, vertical and horizontal stabilizers. They also make a great deal of noise, the French Air Force. And as for geese, they have feathers and flap their wings. You might want to translate that. Okay. Okay, as the group passed above us, I could see that they were of silvery metal with no markings or windows. At the trailing edge of what could be described as a wing, I could see a taper of about 30 degrees to a sharp point, which you can see on the model right at the end. It was tapers back. I mean, they were that close you could see clear. I could see it clearly. Okay, where are we? They proceeded at a steady speed past us and across the valley to the right, still in the chevron formation. And where the formation suddenly changed to a triangle in front, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 behind. The symbol of unity manifesting first as Trinity and then as a quaternary was probably only of interest to me. My thoughts at the time, well, it might be some type of military drones, but I never heard of drones flying in formation. I also never heard of a flying wing which could remain aloft in a vertical position or maintain itself in flight silently with no visible motor. If the military has anti-gravity and silent propulsion, I'm not surprised they might wish to keep it secret. I know what I saw clearly in bright daylight and with very definite physical presence, but I cannot explain it. Okay, thank you. Sorry for the... May we ask a question? Sure, sure. What about the approximate speed, please? Because when you don't know the size, it's difficult to predict the distance, but I would say they came across the valley in 2 minutes. Approximately 2 minutes from... Je dirais aux alentours, je dis bien aux alentours d'une mobilette, 50 km/h, un truc comme ça à peu près. Par contre, à l'intérieur, ce qui a été très choquant à ce moment-là, c'est qu'à l'intérieur de cette formation, donc on a vu, comme l'expliquait Richard, arriver, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je conduisais, on pensait plus du tout, alors j'étais très mauvais humide, vous voyez, on était parti, on n'y pensait plus du tout. Was fairly slow, maybe. Extrêmement. Ce qui s'est passé, c'est que on appelle ça un yeah, perhaps 100 miles an hour, 160 kilometers, something. Not that fast. Not that fast. Thank you. Ce que je voulais préciser, c'est que donc, lorsqu'on est redescendu sur le petit chemin que vous voyez qui serpente, c'est du caillou, hein. Donc vous allez en première, vous descendez doucement, c'est vraiment du gros caillou de montagne. Et donc on pensait plus du tout à ça, nous. Enfin, on avait fait une super balade,
Et en redescendant, je pense qu'on appelle ça un tropisme, c'est-à-dire qu'en fait, je sais que moi, à chaque fois que je vois des animaux sur le bord de la route, je tourne la tête. C'est un automatisme, que ce soit des bœufs, des moutons, des chevaux, peu importe. J'adore regarder les animaux sur le bord de la route, c'est pas ma faute. Et au moment où je regarde les chevaux, d'un coup je vois les chevaux qui s'en vont en fait, qui fuient, et au-dessus des chevaux, on a vu ça en fait. Enfin, je vois ça, cette formation-là, je vous remets l'animation, qui nous passe au-dessus de la tête, je l'ai estimé aux alentours de 600 mètres à peu près. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voyez la première photo sur la vidéo, là, enfin vous voyez la colline en fait, nous sommes juste en bas, on peut estimer l'équivalent de la moitié de la hauteur que représente en fait la hauteur de la colline, là, au-dessus. Donc c'est extrêmement proche en réalité. Donc un calme monacal, la technique n'est pas contente aujourd'hui. Un calme super monacal dans le sens en fait où on se retrouve complètement dans un endroit très isolé, très silencieux, il n'y a que quelques grillons. La voiture, donc je l'ai arrêtée, donc pas de perturbation sonore quelle qu'elle soit, aucun bruit. J'ai pris quelques cours de pilotage, notamment à bord d'un petit Cessna. Je peux vous dire que même à cette distance-là, vous entendez même la voile d'un parapente. Donc aucun bruit. Là j'en parle, c'est encore pareil, le coup de la chair de poule, mais c'est vrai, moi ça m'a stupéfait. Et j'ai crié à Richard, ils sont là. Sans savoir pourquoi. Lui il m'a dit, it's a magic day. C'est un jour magique. Parce que là, on a vu passer sous nos yeux une formation silencieuse en fait. Et lorsqu'elle est arrivée, vous voyez, il y a 3 photos, j'ai réussi à faire 3 photos. Sur les photos, j'étais bien cadré. Ça fait des années que je fais la photographie, je peux vous assurer que voilà. Ces photos, j'ai voulu les faire parvenir ensuite à M. François Louange pour qu'il puisse faire des études là-dessus, et puis qu'il puisse me dire, effectivement, en spectromètre, il y a un truc qui ressort, ou en désaturant la photo, il y a quelque chose. Je vais vous en parler après, les documents sont arrivés au GEPAN, mais je n'ai pas eu de retour sur ça, donc je ne sais pas où en sont les travaux aujourd'hui. Donc, ce qui a été extrêmement surprenant, c'est que dans le mouvement, en fait, où on voit ces 3 photos qui suivent le mouvement, en fait, comme ça, la formation, qui au début me semblait fixe, a évolué de cette manière-là. C'est-à-dire qu'en fait, on a une similitude presque totale avec les manœuvres de la patrouille de France, un mimétisme. Moi, j'appelais ça un mimétisme, parce que pour même avoir fait du parapente, etc., c'était pas des oiseaux, c'était pas des deltaplanes, c'était pas... Il n'y a rien qui vole à plat. Les chevrons, comme vous êtes en train de le faire circuler dans la salle, ça ne vole pas à plat. Et la rapidité avec laquelle ces figures se sont enchaînées, moi je ne connais pas une formation qui change en 1 seconde ou 2, complètement de configuration, quelle que soit la distance, même si la formation est très éloignée, et là c'était pas le cas. Voilà, enfin, Richard a mieux décrit que moi en fait ce qu'on a vu, parce qu'en fait moi je me suis précipité sur l'appareil photo, je me suis dit ce coup-ci je rate pas le coup. Donc voilà, donc étant parti pour aller chercher, alors je reviens vite fait sur l'histoire tout à l'heure, je vous parlais de Jimmy Guilleux et de la chapelle Dromont. Il se trouve que la chapelle Dromont, le fameux Théopolis et tout l'exposé qu'il a fait là-dessus, ça se trouve à peine à 3 ou 4 km de là. Donc concours de circonstances sur concours de circonstances, on se retrouve au niveau, à l'aplomb du rocher Gassendi, avec quelque chose qui ne ressemble à rien de ce qu'on connaît, et par finalement, de fil en aiguille, des recherches qui moi, en 2011, en fait, me montrent qu'il y a quelque chose que je n'espérais pas voir. Bon, on a été inondé de joie. Quand je vous dis inondé de joie, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas arrêté de rire, on ne savait pas pourquoi, on a été submergé. On s'est arrêté à peu près, je crois qu'on a dû mettre 1 heure pour faire 15 km, parce qu'on s'est arrêté toutes les 3 minutes pour voir, et en scrutant le ciel, voir si des fois il ne repassait pas au-dessus de la tête. Et en rentrant à la maison, j'ai vite développé les 3 photos que j'avais sur l'appareil. C'est sur mon portable, hein. Je l'ai perdu là, mais il est dans le coin. C'est un petit portable Samsung S, première génération, Nexus. Et donc en rentrant à la maison, et bien en fait, on voit rien. Et vu la distance, c'est pas possible. Parce qu'en fait, si vous voyez un petit peu, en gros, hein, pour imaginer, si vous voyez la taille que font les chevrons qui sont au-dessus, que j'ai dessiné vite fait là, eh ben, il devrait se trouver sur la photo normalement. Mais bon, enfin, un peu plus petit, mais il devrait se trouver sur la photo. Donc voilà. Donc là, il s'est passé quelque chose d'assez fort, c'est que j'ai dit à Richard, écoute, moi c'est pas la première fois. Quand j'étais gamin, je lui ai raconté mon histoire, j'ai dit quand j'étais gamin, à 9 ans, on se retrouvait avec un ovni au-dessus de la bagnole, phare éteint, enfin tout s'est arrêté. Je lui raconte mon histoire et je lui ai dit, à l'époque, en 2004-2005, j'ai contacté la commission
l'organisme du CNES pour pouvoir témoigner, là j'y vais tout de suite parce qu'une enquête c'est quelque chose de rapide en fait. Et en plus de ça, pour les curieux, juste pour les curieux des U8, il faut savoir qu'en fait il y a une petite chapelle, tout comme dans la description quand on fait les U8. Il y a une petite chapelle qui se trouve vraiment en haut de cet endroit qui s'appelle le Tanaron. Et dans cette chapelle, il y avait des étudiants qui travaillaient, qui en fait en job d'été refont, restaurent les anciens bâtiments. Et j'ai dit à Richard, écoute, ce qu'on peut faire, j'appelle tout de suite les gendarmeries de Digne, je leur demande déjà s'il y a eu d'autres observations, ce qui me semble un réflexe pas trop mal. Et je dis, je vais témoigner parce que je vais dire aux gars du GEPAN qu'il faut qu'ils aillent voir ces personnes qui travaillent sur ce... Puisqu'ils étaient eux au-dessus, alors ils leur sont passés au-dessus, mais ce qu'ils appellent vraiment au-dessus. À ce moment-là, si vous voyez par rapport à la photo, eux ils ont dû se retrouver peut-être à même pas 200 mètres du phénomène. Bon, c'était sans bruit, ils n'ont peut-être pas levé les yeux, mais ça leur est passé juste au-dessus. Donc je me suis dit, autant témoigner qu'ils envoient un enquêteur, un IPN, sur place. Voilà. Donc j'ai constitué un dossier. Je suis allé sur Internet, j'ai téléchargé le questionnaire en question, enfin le questionnaire classique. Et commence la troisième partie, toujours dans la partie genèse, témoigner. Donc là, j'ai mis une photo d'une brigade. Mon premier réflexe a été de joindre la gendarmerie de Digne, puisqu'en fait ça a eu lieu sur la commune de Digne. Donc à Digne, j'ai passé mon coup de fil, j'ai dit voilà, on a été témoin de ça, est-ce que vous avez eu les noms la météo de l'aéroport de Nice, qui n'est pas très loin non plus, apparemment. Enfin. J'ai dit, bah, écoutez, je fais un dossier, je viens de vous je peux refaire les kilomètres, j'habite à 2h30 de Digne, un truc comme ça, mais je vous l'amène. Non. Non, allez voir plutôt la gendarmerie de votre canton. Donc, j'habite du côté de Roussillon, en Provence, donc c'est le canton de Gordes. Donc c'était au mois d'août. Le temps passe, hein, ça va assez vite. Mois d'août, donc je me rends à la gendarmerie de Gordes une première fois, on me dit il n'y a personne. La deuxième fois, je passe un coup de fil, je dis il faudrait que je puisse déposer mon dossier pour le CNES. Je dis c'est très important, c'est une question peut-être de sécurité nationale. On a vu une patrouille qui ne ressemblait absolument à rien sauf à la patrouille de France, mais ce n'était pas la patrouille de France. Et je voudrais donc témoigner, juste je dépose le dossier. Très bien, venez dimanche après-midi. Alors, le dimanche après-midi, je suis allé. Eh ben, on m'a pas ouvert les grilles. On m'a dit c'est pourquoi, j'ai dit c'est pour venir témoigner. On m'a dit non, allez voir plutôt sur Apt, ils s'y connaissent mieux. Heureusement que j'ai pas les pneus lisses sur ma bagnole, parce que donc je suis allé sur Apt. Et puis alors là, sur Apt, on m'a reçu et j'ai pu exprimer donc le procès verbal. Alors j'ai eu tout le peloton de gendarmerie dans le dos qui se sont marrés pendant tout ce temps-là. Il a fallu, ça c'était extrêmement laborieux, mais ça a été possible sur Apt. Ça a été très très laborieux. Je ne dis pas ça pour insister sur ce point-là, mais ça a été très laborieux. Voilà. Parce que nous étions, alors au début quand j'ai dit écoutez on a observé un vol, on nous a dit mais on a volé quoi? On n'a rien volé, nous avons vu un vol. Le plus normal, oui, mais là c'était particulier. Ah bon, je vous laisse les détails, mais enfin, ça a duré pas mal de temps. Donc sur Apt, c'était bon, au bout de 3 gendarmeries. Ils font très bien leur boulot, hein, c'est pas la question. Le problème, c'est que je pense qu'il y a un manque de formation. Et à cette époque-là, en tout cas, c'était en 2011, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense qu'il y a une nécessité de ce côté-là de former en fait, du personnel à recevoir ce type de témoignage. Et surtout ne pas prendre les gens pour des débiles, parce qu'à un moment donné, j'ai fait des études. Ça ne justifie rien, mais je ne suis pas complètement à la masse, comme on dit. Donc, j'ai créé 2 dossiers, du coup. 2 pour le prix d'un, j'ai fait celui de 1980 et celui de 2011. Parce que je trouvais tout de même qu'après réflexion, celui de 1980 était relativement extraordinaire. J'ai suivi le dossier de loin, donc je sais qu'il est parti à Paris, pendant quelques temps, semaines, mois, je ne sais pas. Et il est reparti sur Toulouse, après. Donc le témoignage, vous voyez, juste pour faire une petite démonstration, non, c'est bon, quoi. Ouais. Le témoignage prend beaucoup de temps, c'est laborieux. En général, les gens ont quelque chose à se reprocher, ils ne vont pas à la gendarmerie. Voilà. Donc le dossier est arrivé à Toulouse, certainement, dans l'organisme que tout le monde connaît, et qui est donc le GEPAN. Et là, je me suis amusé à faire une petite animation. C'est pas une critique, hein, c'est un constat. Bon,
bon, j'estime quand même avoir donné 2 dossiers qui valaient la peine d'être contactés. Au moins pour le premier d'entre eux, puisque mes parents sont toujours en vie et peuvent témoigner encore de ce qu'ils ont vu. Le second, que ce soit mon collègue ou moi, on a quand même quelques notions d'aéronautique. On aurait quand même pu nous demander, mais effectivement, c'est quand même curieux ce que vous avez vu. Puis, bon. Alors, j'ai fait les enquêtes moi-même, en fait. Donc, j'ai appelé les mécaniciens de la patrouille de France. J'ai appelé la météo à Nice. Alors, je ne vous dis pas, hein, quand vous êtes un inconnu, on vous répond de très très loin, voire on ne vous répond pas, en fait. Mais c'est très difficile d'avoir des informations de ce niveau-là. Donc, ces recherches, en fait, m'ont prouvé une chose, c'est qu'en fait, malheureusement, bien souvent, les témoignages, le témoin, en tout cas, n'a pas de retour sur son témoignage. Et c'est essentiel, parce que je vous assure que lorsque vous voyez quelque chose qui est choquant, en fait, qui ne rentre pas dans votre spectre, dans votre grille de lecture des paradigmes, du paradigme dans lequel vous évoluez, vous attendez une réponse. Et lorsque vous avez un organisme officiel qui s'occupe de ça, vous dit, mais non, vous vous dites rien, en fait. Au bout de certains temps, je me suis dit, mais tiens, le temps qu'on aurait gagné si on avait si on avait pu envoyer une photo, puisque j'ai fait une photo avec mon portable, cette photo-là, s'ils avaient pu le recevoir immédiatement, parce que dans toutes les enquêtes, c'est la célérité qui compte finalement. Et je me suis dit, tiens, tu pourrais peut-être essayer de faire quelque chose avec une application portable, et éventuellement même une application, donc oui, mais c'est bon, il faudrait bien que ces données aillent dans une base de données. Il y a quelque chose à faire là-dedans. Après, éventuellement, on pourrait peut-être faire en sorte que cette base de données soit étudiée, analysée. J'ai travaillé pendant de nombreuses années en informatique dans des secteurs très très différents. Et j'en ai tiré une expérience suffisante pour savoir qu'en fait, on peut faire quelque chose avec de la donnée. Même de la donnée qui, à la base, est variée, qui touche des domaines différents. On a un gros avantage, c'est qu'en fait, on a de la donnée depuis un certain temps déjà. On va dire que pratiquement depuis les années 40, il y a quand même un focus sur le phénomène. Donc, j'ai pris mes petits bras, mes petits doigts, et puis j'ai passé mes nuits, en fait, à développer une application, un projet, que j'ai appelé le projet Acto. Le projet Acto, c'est un projet qui l'aide à la collecte des témoignages d'observation. Donc un projet, en fait, qui permettait de récolter directement les témoignages d'observation et de les faire parvenir dans une base de données. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté le GEPAN, et puis j'ai eu M. Passot à l'époque, et je lui ai dit, voilà, je vous appelle pour 2 choses. La première, est-ce que vous avez reçu mon dossier? Oui, non, c'était pas évident. Et je lui ai dit, qu'est-ce que vous en pensez? Alors je lui ai renvoyé le dossier par mail, je lui ai dit, qu'est-ce que vous en pensez? Et il m'a dit, c'est la patrouille de France. J'ai dit, mais non, c'est pas la patrouille de France, parce que vous savez, j'ai quelques notions en aéronautique, j'ai volé déjà, j'ai fait des maquettes depuis que j'ai 8 ans, je sais à quoi ressemble un avion, j'habite dans la plaine de Beaulieu, on est survolé toute l'année, pendant toute ma jeunesse, j'ai été survolé par les Alpha Jet à l'époque, enfin, je connais par cœur le truc, et là, ce qu'on a vu avec mon copain, c'est pas ça, c'est pas la patrouille de France. Allez voir, allez jeter un coup d'œil, allez demander aux gars qui habitent au Tanaron, posez des questions. Je veux bien que vous me disiez, je sais pas ce que vous avez vu, mais ne me dites pas que c'est la patrouille de France, parce que c'est absurde, Si, c'est la patrouille de France. Alors à ce moment-là, j'ai dit, écoutez, j'ai fait une application, ça s'appelle le Acto, et ça vous permettrait de pouvoir récolter ces témoignages immédiatement dans une base de données. Je formate les données à votre convenance. Si vous avez déjà des bases, et vous avez déjà des bases, je fais en sorte que cette application puisse engranger vos données actuelles. Je ne vous montrerai pas le mail que j'ai reçu. Si. Non, je ne vous montrerai pas le mail que j'ai reçu. C'est très pertinent, ce que m'a répondu M. Passot est très pertinent. Pour résumer, parce que ce sont des choses qui sont privées, là je remets encore une croix, le projet Acto, on m'a dit non. On m'a dit non, les gens ne sont pas prêts. Oui, alors à la limite, ça pouvait être intéressant pour des bolides. J'ai dit, mais c'est pas que des bolides, moi je veux aussi bien parler du gars qui avait un crop circle que celui qui s'est fait abducter, ou du gars qui voit des lasers dans le ciel, comme celui qui a vu la patrouille de France au mois de juillet. Il m'a dit, mais oui, vous voyez, au mois de juillet, vous avez vu la patrouille de France? J'ai dit, mais zut. Le défilé, c'est le 14, on était le 18, et puis je sais à quoi ça ressemble, ils étaient au-dessus. Faut pas déconner. Bon, là j'en rigole, mais j'ai été très très frustré, parce que j'ai passé 6 mois. 6 mois de mon temps à développer une application très au point, en fait, et qui était prête à pouvoir communiquer avec n'importe quelle base. Et donc on m'a dit, en gros, j'ai compris que les gens n'étaient pas prêts pour ça. Et j'ai dit, mais c'est l'occasion, justement, puisque vous avez du mal à faire du retour d'infos, on pourrait faire un système comme ça. Voilà. Ça a été non. Donc j'ai arrêté. J'ai tout laissé tomber. J'ai effacé mon programme.
J'ai tout laissé tomber. J'ai tout arrêté parce qu'en fait, quand vous avez... Moi, c'était mon rêve, hein, travailler pour le CNES. Si vous voulez, depuis que je suis gamin, j'ai construit Ariane en 3D. Hein, je veux dire, c'est du boulot. C'était mon rêve. Et donc, on m'a dit, en gros, non, pas vous, quoi. Vous faites pas partie... quelle université déjà? Vous êtes quoi? Autodidacte? Vous rigolez ou quoi? Bon, enfin, c'était non. Vous n'êtes pas partie du sérail. C'était un peu ça. Et donc ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, bon, de toute façon, si l'organisme qui s'occupe de ça ne veut pas de mes données et de mon travail, qui va vouloir ça? Je veux dire, bon, Jimmy est mort, Jean-Jacques n'est plus en activité, donc bon, ôte-toi ça de la tête. Et puis donc on était au mois de juin 2012, elle est longue mon histoire, hein, oui, Daniel, ça fait rien. Ça ne vous dérange pas si c'est un peu long? Passionnant. Et donc moi c'était au mois de juin 2012. Et au mois de juin, qui je vois se pointer? Mon ami Richard, que vous avez vu. Et qui passe à la maison pendant une semaine, et je lui raconte le truc, j'ai dit, oh, figure-toi qu'en fait j'ai fait une application, tu sais ce qu'on avait vu et tout l'année dernière, ben écoute, j'ai fait ça, en fait ils m'ont envoyé bouler, ils m'ont dit non, mais pas toi. J'ai dit, bon, quand même, il me dit alors, j'ai dit, bah écoute, j'arrête tout, c'est pas la peine, je fais autre chose, en plus, bon, j'avais d'autres activités. Et justement, pour ces autres activités, j'avais besoin d'avoir une validation des activités, des acquis de l'expérience, une VAE, on appelle ça. Et la semaine où il était là, j'ai dit, écoute, mercredi, ou je ne sais plus quel jour exactement, il faut que j'aille sur Aix, ça te dit de venir avec moi. Il me dit, ok, on part sur Aix, on traverse donc la Combe de Lourmarin, on va jusqu'à Aix, je vais dans mon amphi. Petite anecdote, en fait, pour la VAE, ils n'avaient pas de prof d'informatique, et ils m'ont demandé à moi de valider ma propre expérience. C'est pas des blagues, hein. Je dis ça, j'ai conscience qu'il y a du monde qui filme, hein. Je dis pas ça au hasard. On m'a dit, mais écoutez, on ne peut pas valider, par contre, si ça vous intéresse de valider les autres, Bon, c'est pour dire. Et donc on est reparti, une main devant, une main derrière, bon, on a mangé, le soir c'était sympa, on est reparti à la nuit, c'était cool, on rentrait tranquillou, et d'un coup, on voit un diamant. Alors là j'ai dit, nous refons le coup, c'est reparti, on voit ça. Là c'est le même appareil hein, que les photos précédentes, le même appareil, c'est un Nexus S, on voit un diamant arriver en face de nous. J'ai dit Richard. Et il me dit, qu'est-ce que c'est que ça son anglais. Et j'ai dit, attends, alors pas se faire avoir deux fois, là. Donc j'ai arrêté le véhicule en pleine nuit. C'est sur la route, pour situer, c'est entre la route de Saint-Cana et Rognes. J'ai arrêté le véhicule et je suis sorti et on a entendu un bruit assourdissant et un premier passage et un deuxième passage. Finalement, j'ai pris mon appareil photo, j'ai pris le temps tranquillement de prendre des photos. Et en fait, c'est la patrouille de France, la vraie, qui nous est passé au-dessus, à peu près bien 3 ou 4 fois, vraiment au-dessus. Et alors on l'entendait partir au loin, alors on se regardait avec Richard, on disait, écoute ça, tu te rappelles, listen to that. And oui, j'ai presque parlé en anglais, mais on pouvait l'entendre, mais à des kilomètres. Et donc là, lui, son sentiment presque, que c'était fait exprès. Moi, mon sentiment, ça a été qu'en fait, n'abandonne pas le projet. Ça veut dire que tu t'es pas trompé la première fois. Et quand on te dit que c'est la patrouille de France, c'est pas la patrouille de France, désolé, là tu as une preuve en direct et en live avec ton pote qui vient une fois par an ou tous les 2 ou 3 ans, que ce que vous avez vu c'était pas ça, c'était pas ce qu'on t'a dit que tu as vu. Donc j'ai tout repris à zéro et c'est comme ça qu'est né le projet OSPAN. Voilà. Pour la première partie. Merci beaucoup Cyril et puis Richard pour vos 2 témoignages. Peut-être un petit retour, un bref retour sur les objectifs de ce projet avant d'entamer la deuxième partie qui sera une partie plus démonstrative. Donc alors, premièrement, le premier objectif, il s'agit de généraliser l'utilisation d'une application permettant à son utilisateur, via son smartphone ou sa tablette, de faire parvenir donc instantanément un pool de variables relatives à une observation d'OVNI dans une base de données qu'on voudrait d'envergure nationale. C'est très ambitieux, mais je pense qu'on va y arriver. Le deuxième objectif concerne le traitement analytique de ces informations qui sont enregistrées dans la base de données. Cette base pourra ainsi être consultée, analysée et servir de socle pour poursuivre une investigation approfondie sur le phénomène OVNI. L'adjonction à cette base de données d'un programme basé sur un système expert de type CLIPS,
dont nous parlera tout à l'heure Cyril, permettra d'en extraire des conclusions que nous estimons inédites à ce jour. Donc en partant de ce double objectif, nous pouvons cerner la finalité du projet OSPAN. Premièrement, c'est permettre à un grand nombre de témoins de communiquer sans contrainte et de façon anonyme, s'ils le souhaitent, leur observation dans des délais quasi instantanés. Des délais qui sont inégalés jusqu'à présent. Une personne pourra témoigner au moment même de son observation. C'est vraiment une première universelle, en direct en quelque sorte. Deuxièmement, la finalité du projet est d'enrichir et de standardiser le contenu des témoignages afin de les traiter de manière statistique pour en dégager des constantes et des structures. Troisièmement, c'est de prendre contact facilement auprès des utilisateurs de l'application et de poursuivre des investigations approfondies pour les cas qui seront à haute étrangeté. Quatrièmement, c'est de démocratiser et d'apporter un nouvel outil, entre parenthèses, tendance, capable de vulgariser une discipline encore aujourd'hui considérée comme sulfureuse pour bon nombre de nos concitoyens. Cinquièmement, de proposer un savoir-faire analytique à l'ensemble de la communauté scientifique à travers le recueil de ce type d'informations et de sensibiliser cette communauté aux importantes questions soulevées par les ovnis. Enfin, sixièmement, d'apporter un traitement statistique nouveau pour ce type d'observation, avec la définition d'un système expert propre à ce domaine et qui a déjà été utilisé en médecine, notamment par Cyril. Voilà les objectifs du projet OSPAN. Donc maintenant, nous allons faire une petite pause d'une trentaine de minutes. Je vais cliquer sur les concepts objectifs. Ok, d'accord. Ok, donc je laisse Cyril continuer, puis ensuite on fera une pause d'une trentaine de minutes. Voilà, je passe la parole à Cyril. Merci Daniel. Oui, en fait, je vais rapidement vous montrer, vous expliquer aussi ce sur quoi repose le système CLIPS, et notamment la suite je vais compléter en fait ce que tu viens de dire d'un point de vue très technique, plus technique en fait on va dire. Donc l'application OSPAN, on va dire que c'est une continuité en fait de Acto, avec en plus une partie analytique beaucoup plus poussée. C'est-à-dire qu'en fait dans un premier temps, je vais lire simplement, parce qu'on commence un petit peu à être à la bourre finalement, je suis long, je suis désolé. Non, il n'y a pas de souci. Bon, mon copain me disait tu seras en retard à tes funérailles, mais c'est pas faux. Alors, donc proposer une application mobile gratuite, et j'insiste, gratuite, permettant à son utilisateur, via son smartphone ou tablette, de faire parvenir instantanément un pool de variables relatives à une observation de panne dans une base de données sécurisée. Un pool de variables, c'est-à-dire en fait une grappe, un ensemble de variables qui vont concerner aussi bien des caractéristiques situationnelles, environnementales, des caractéristiques techniques du phénomène, tout ce qu'on va pouvoir récolter d'une manière assez, je vais revenir là-dessus, mais d'une manière assez simple finalement. J'ai essayé de faire quelque chose qui soit visuel. Pourquoi? Parce que visuel c'est international, on n'a pas besoin de savoir, de comprendre l'anglais, ne serait-ce que l'anglais, pour remplir le questionnaire OSPAN. Et la deuxième partie, donc, elle consiste à mettre en place un traitement analytique à l'échelle mondiale. Ça c'est très important. Pourquoi? Parce que ça ne va marcher que si c'est mondial, en gros. Ça pourra fonctionner dans un premier temps à l'échelle nationale et certainement européenne, mais si on arrive à fédérer une communauté à l'échelle mondiale, on aura gagné. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va s'apercevoir, et on risque de s'apercevoir à travers le traitement de ces données, qu'on a des similitudes complètement frappantes, en fait, aussi bien au Mexique qu'au Brésil, qu'au Japon, qu'en Chine, qu'en France, de partout, dans le Vercors, aussi bien qu'au-dessus de certaines stations offshore. Donc, mettre en place un traitement analytique à l'échelle mondiale, c'est très important, des données recueillies de deux façons. La première façon, ça va être de mettre en place, donc c'est un travail sur lequel je suis occupé en ce moment, une interface publique, ça veut dire qui est accessible au public, permettant de recouper les variables selon certaines caractéristiques du phénomène, ce qu'on appelle vulgairement le data mining, c'est-à-dire qu'en fait on a un ensemble de variables dans lesquelles on va pouvoir piocher, recouper, filtrer,
Si vous avez une idée de ce qu'est une base Access, avec ses champs, on va utiliser, c'est exactement le même système, sauf que là, on va peut-être avoir la possibilité d'interroger cette base depuis Internet. Et en deuxième partie, donc on va dire que je vais vous montrer un petit schéma qui va expliquer la chose, mais cette première partie, en fait, a accès à la base, lit les données, elle n'écrit pas dans la base, elle lit les données. La deuxième partie, en revanche, va avoir la possibilité d'écrire dans la base. Qu'est-ce qu'elle va écrire dans la base? Elle va pouvoir déterminer ce que j'appellerais à la fois un indice de validation. C'est-à-dire qu'un témoignage, parce qu'on va me poser la question, mais attends, ton truc, n'importe qui va pouvoir envoyer n'importe quoi là-dedans. Oui, mais, je vais vous expliquer après ça en détail. La deuxième partie, le système expert, va permettre de pouvoir renvoyer de la donnée dans la base. De la donnée, c'est-à-dire en fait donner des coefficients de validité à tel ou tel groupe d'observation ou observation unique. Donc un système expert libre. Alors un système expert, pour expliquer, c'est quelque chose qui a été inventé au Johnson Space Center de la NASA en 1980, excusez-moi, et qui a été, on va dire, proposé en fait au public. C'est un logiciel libre que tout le monde peut utiliser. C'est pratiquement le premier open source, j'allais dire, 1980, ça ne date pas d'hier. Ce système, notamment un de ses dérivés de ce système expert s'appelle CLIPS. CLIPS permet en fait de pouvoir, en gros, pour simplifier, travailler sur une base de connaissances. Une base de connaissances, c'est une base de faits. Ce sont des faits qui sont avérés par un comité d'experts. C'est-à-dire que si, par exemple, et je vous en reparlerai après, mais j'ai travaillé dans le domaine médical sur ce type de système, vous avez un ou plusieurs praticiens qui vont avérer le fait que, par exemple, en podologie, si vous avez la malléole qui est à tel endroit ou un cuboïde comme ceci, comme cela, ça peut accentuer les probabilités pour que la pathologie en question soit de telle ou telle nature. Parce que les faits font qu'en général, on a 80, 75, etc., tant de pourcents pour que ce symptôme-là corresponde à cette pathologie-là. Si on reporte, alors l'idée que j'ai eue, vite fait, c'est qu'en fait, si l'avantage de ce système, c'est de pouvoir traiter énormément de données très différentes, en fait. On va travailler aussi bien en podologie, on va travailler aussi bien sur la colonne vertébrale que l'axe du bassin, que les genoux, etc. Si on travaille, en fait, à partir de ces moteurs-là, qui sont des moteurs logiques, sur le phénomène OVNI, on pourrait obtenir des choses qui pourraient être pas mal. C'est-à-dire, en fait, à la fois croiser des données qui soient d'ordre météorologique, des caractéristiques du phénomène, de la psychosociologie, de l'aérodynamique, etc. Des domaines extrêmement variés dans lesquels, en fait, des faits sont établis. Je vais vous donner un petit exemple après. L'avantage de ce type de moteur, c'est que lui, c'est un super ordinateur, si on veut, c'est un super cerveau qui sait tout. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je vais lui poser une question, lui, il va chercher dans la base, savoir quelles sont les différentes données qui sont en relation avec cette question-là, il va me proposer, c'est ça qui était assez extraordinaire, c'est qu'il va pouvoir me proposer des probabilités de réponse. Et l'expert, le comité d'experts, le groupe qui va travailler avec ce système-là, va pouvoir se réunir et dire, voilà, c'est pour ça qu'une échelle internationale est très importante, parce que ce serait très intéressant pour faire travailler à la fois des Américains, des Russes, des Chinois, des gens d'Afrique, peu importe. Et ce groupe va pouvoir déterminer et dire, voilà, effectivement, maintenant on est à peu près à 90% de cas sur ce type de phénomène, sur cette configuration-là, par exemple dans un phénomène bleu, est-ce qu'on peut avérer le fait que majoritairement il est bleu? Si oui, à ce moment-là, c'est un fait. Et ce fait va pouvoir être utilisé pour créer et réfléchir à d'autres faits, en gros. Donc en gros, comment ça fonctionne? On a une base de connaissances, on a des règles. À la différence de la programmation orientée objet qu'on connaît de nos jours, la PO, on a là une façon de proposer de la donnée, de miner de la donnée, si on veut, qui est beaucoup moins procédurale. C'est-à-dire qu'en fait, on est plus dans l'abstrait, on n'est pas certain des résultats, parce qu'en fait, c'est de l'estimation, comme en podologie, on va vous dire c'est peut-être ça, mais on n'est pas du 100% certain. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'expérience, la quantité des données et la qualité des questions qui vont produire de nouvelles réponses. Ça, c'est très important, parce que ces réponses vont être aussi bien géolocalisées que temporelles. Par exemple, on va pouvoir déterminer qu'entre telle tranche d'heure, on a plus d'observations à tel endroit de la planète, ou alors sous telle latitude ou longitude. Enfin, je pense que les résultats vont être assez fantastiques, y compris avec l'interaction des témoins, enfin, surtout en fait avec l'interaction des témoins. Il ne faut pas oublier qu'à la base, moi j'ai rien demandé. C'est très important. Deuxième chose, donc voilà, moteur, je lis vite fait.
Donc ce moteur va traiter des données entrantes, c'est-à-dire en fait des questions qu'on va poser au moteur. Il va traiter la base de données de façon à pouvoir répondre en fait et proposer des schémas de structure. Schéma de structure, j'entends par là, par exemple, on se retrouve avec, je vais utiliser on va dire le symbole de l'exemple le plus simple, c'est qu'en fait on a 100 observations qui nous tombent entre les mains à 30 km de distance de personnes qui ne se connaissent pas, ou qui se connaissent, mais toujours est-il que j'ai 100 témoignages différents, je vais pouvoir assez rapidement essayer de déterminer la probabilité, par exemple, s'il y a plusieurs objets qui sont observés en même temps, la probabilité d'une vague, et de manière très très rapide. Puisqu'en fait, au fur et à mesure de l'utilisation, les questions vont s'affiner, et les marqueurs vont s'affiner. C'est-à-dire qu'on va être de plus en plus certain qu'un gars qui me dit qu'il était en bateau au milieu du désert du Gobi et qu'à ce moment-là, il y a une étoile qui lui a tourné pendant 2 heures autour de la tête et qui... C'est certainement un témoignage intéressant, mais par contre, le fait qu'il soit en bateau au milieu du désert, là, il va perdre des points au niveau de la crédibilité de son témoignage. Vous voyez, enfin, et c'est en fait en cumulant ces logiques, qu'elles soient sociologiques, météorologiques, etc., en cumulant ces données-là, qu'on va pouvoir réussir à déterminer un indice de validité, et les cas les plus intéressants seront enquêtés. C'est pour ça qu'en fait on demande les coordonnées des témoins. Alors attention, il y a un truc qui est très très important, c'est que ces coordonnées-là ne seront jamais, je dis bien jamais, jamais, jamais distribuées à quelque marchand que ce soit. L'application se veut gratuite et on n'est pas là pour marchander. Et c'est quelque chose à laquelle je tiens pardon, particulièrement de nos jours. Donc la suite, alors, donc là j'explique vite fait le système. En fait, vous avez donc une application mobile. Cette application, elle va faire parvenir de la donnée instantanément. Quand je dis de la donnée, c'est aussi bien de la photographie, ça c'est unique au monde, pour l'instant il n'y en a pas, que de la simulation. Vous allez voir ça après. Ça c'est pareil, c'est unique, ça n'existait pas avant. C'est-à-dire qu'en fait la personne va pouvoir simuler à partir de 3 sources picturales différentes ce qu'il a vu. Et donc ici on a la base de données qui est sécurisée sur un serveur dédié et qui est capable de recevoir aujourd'hui quelques données, on va voir comment ça fonctionne, enfin on va dire quelques téraoctets de données, mais on peut assez facilement ensuite passer à une taille supplémentaire. Donc je reprends ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait on a du data mining, c'est-à-dire qu'en fait on va aller chercher de la donnée sur la base dans laquelle arrivent les données. Là c'est simplement en fait pour tout le monde pouvoir enquêter. C'est-à-dire que si par exemple vous voyez qu'il y a des phénomènes qui vous paraissent, des recoupements qui vous paraissent intéressants, vous allez pouvoir dire, ben moi je ne veux que tu ne me sortes par exemple que les phénomènes à telle altitude et qui se situent au-dessus de telle latitude, ou les phénomènes qui ont été observés entre 18 et 19 heures. Vous voyez, vous pouvez recouper tout ce type de données et faire vos propres enquêtes finalement. Dans le sens où en fait, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui sont des gens qui sont formidables, qui font un travail extraordinaire, mais qui le font comme un hobby, en fait le week-end, je me comprends, des gens même qui sont passionnés, mais qui ne font pas partie des instances et qui malheureusement n'ont pas voix au chapitre. Là, ils vont pouvoir à la fois faire des recherches pertinentes parce qu'ils vont avoir accès aux données, parce qu'on va essayer aussi de rentrer toutes les anciennes données. C'est-à-dire en fait toutes les anciennes observations que l'on a, c'est juste une question de standardisation des données. Si j'ai une latitude, j'ai une longitude, ça tombe bien, j'en ai besoin. J'ai une couleur, ça tombe bien, j'ai ça aussi comme paramètre, etc., etc. Et donc la deuxième partie, qui concerne le système expert, qui va être plus longue à développer, hein, il ne faut pas se cacher, ça ne va pas se faire une semaine, loin de là, mais qui lui va permettre, bon là on ne voit pas du tout le schéma, mais vous verrez mieux ça sur internet, va nous permettre de pouvoir déterminer des probabilités, de déduire des schémas en fait, de probabilité du phénomène. Alors, on va loin parce qu'un schéma de probabilité, ça veut dire à un certain point prévoir. Prévoir. La météorologie utilise le même principe. Ce sont des règles, oui, non, on a des cartes et puis on peut prévoir. Prévoir les ovnis, waouh. Bon, alors, la suite. Vite fait, je me dépêche. Le projet OSPAN, c'est quoi? Ce sont quelles données? Oui, c'est bien beau de balancer de la donnée, mais il faut aussi savoir laquelle. Très intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment à ce niveau-là, au niveau international notamment. Des bases internationales sont peut-être en projet. Pour l'instant, moi je peux m'adapter. C'est-à-dire qu'en fait, les données qui sont envoyées aujourd'hui peuvent être complètement reformatées, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, ma base elle sert de test, donc il n'y aura pas de perte.
Donc les données, alors comment est-ce que j'ai fait, de qui je me suis inspiré? Alors ces deux messieurs, vous les connaissez sûrement. Vous avez donc le professeur Heineck à gauche et vous avez Jacques Vallée à droite. Je ne vais pas vous donner un cours d'ufologie parce que je ne suis pas ufologue, mais il se trouve que ces gens-là ont travaillé sur la classification notamment du phénomène et ont apporté des choses complètement extraordinaires, déjà en fait en termes de données, mais aussi en termes de méthode. Ça c'est très intéressant. Et peut-être aussi j'allais dire, de projection en fait au niveau des résultats qu'on pourrait obtenir avec l'outil statistique. Donc je me suis inspiré de leurs travaux, qui ne datent pas d'hier. Là j'ai un petit schéma qui circule sur internet, vous trouverez sûrement, je suis désolé pour la personne à qui j'ai piqué ce truc là, mais on le retrouve sur tous les sites, donc je ne suis pas tout seul apparemment, où en fait là on voit en gros qu'on a des petits schémas qui disent ben voilà, j'étais à tel endroit, j'étais à telle distance, tout ça. Je crois que ça c'est utilisé pour un jeu de rôle en fait, en réalité. Sur les ovnis, c'est pas des blagues. Mais je trouvais que le schéma était assez intéressant, il permettait de mettre des cases là-dedans, et en même temps, là en dessous, vous retrouvez un exemplaire du questionnaire, alors des questionnaires, parce qu'en fait, il y a beaucoup de possibilités de témoigner aujourd'hui sur Internet. Là, vous avez une page de la première page du questionnaire du GEPAN. On a un questionnaire sur direct. Vous avez des questionnaires qui sont très pertinents. La pertinence d'un questionnaire, je pense, ce n'est pas sa complexité, c'est au contraire sa simplicité. Je vous laisse réfléchir à ça. Là, vous avez un exemple très rapide, en fait, de la base sur laquelle on va s'appuyer. Vous avez à peu près, là, vous avez 33 données, ce qui n'est pas énorme. Hein. C'est un sacré boulot d'arriver à faire en sorte de simplifier les choses tout en gardant la complexité du phénomène. Je vous laisse penser à ça. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en informatique, là j'ai mis qu'une seule table, hein, de façon à ce que tout le monde comprenne, mais ça peut être intéressant de rationaliser et de laisser ça disponible. C'est-à-dire qu'en fait il faut aussi que les personnes qui puissent après utiliser cette base-là ne soient pas perdues. Si on commence à leur parler de coefficients de vent, de choses comme ça, les gars ils vont nous dire oui mais attendez, là je ne sais pas si j'ai fait ça. Ils vont se prendre la tête pendant des nuits, alors qu'en fait on a des choses qui sont très simples et qui sont très efficaces. Donc voici un petit résumé des données qui font partie de l'application. On va les séparer en trois parties, enfin en trois groupes en fait. D'une manière logique, on va dire que le premier groupe il va être quelle est la situation de l'observateur. Quelle est ma situation au moment de l'observation. Donc on va avoir la situation, c'est-à-dire j'étais à pied, j'étais à vélo, j'étais dans une voiture, j'étais chez moi. Le nombre de témoins, c'est très important. L'environnement, ben, j'étais où? J'étais sur un bateau, à la campagne, peu importe. En ville, enfin, vous verrez, il y a pas mal de choix. Le moment de la journée, c'est aussi... Alors on va me dire, oui, mais de toute façon, un peu plus tard, enfin, vous allez le voir, tu donnes la possibilité de rentrer l'heure, donc on doit pouvoir connaître le moment de la journée. L'avantage du moment de la journée, c'est que c'est très facile, en fait, après, de pouvoir déterminer si la personne a plutôt vu ça le matin ou le soir. Et pour recouper, par exemple, des choses assez générales, comme par exemple les observations ont plutôt lieu au crépuscule, c'est une donnée qui est assez pratique et c'est une donnée qui est utilisée dans bien d'autres bases de récolte d'observation. La météorologie, bon là je ne vous fais pas un dessin. La géolocalisation, donc j'étais où précisément? Alors là c'est là où l'outil devient intéressant, c'est qu'en fait avec le smartphone on peut géolocaliser. Mais ça ne veut pas dire espionner. Hein. Géolocaliser, ça veut dire que la personne peut dire où elle est au moment où elle fait l'observation. Après, elle peut aussi le faire a posteriori et dire ah ben, j'étais à tel endroit, j'étais chez ma tante, dans le Mâconnais, peu importe, et j'étais là. L'avantage, c'est qu'on a quelque chose d'extrêmement précis. On appelle ce qu'on appelle une fine location, c'est-à-dire en fait la possibilité de déterminer la position de la personne à quelques mètres près. À la différence d'une coarse location, c'est quelque chose de plus général. Et enfin, l'élévation et l'azimut, c'est-à-dire que bon, la personne, donc on résume, hein, elle est dans une certaine situation, elle est dans un certain environnement, il y a un certain nombre de témoins autour d'elle, c'est à un certain moment de la journée, il y a une certaine météo, elle se trouve à un certain endroit, et ensuite l'élévation, ça correspond en fait à l'altitude à laquelle elle a vu, elle a observé le phénomène, et l'azimut, c'est la direction dans laquelle elle le regardait à ce moment-là. Avec ces données-là, on est pas mal sur la situation de l'observateur. Deuxième partie, les caractéristiques du phénomène. Alors, géoplotting, vous allez voir, l'application vous permet de pointer sur la carte là le phénomène que vous avez vu. Vous cliquez dessus et vous allez avoir un petit... Alors, je me suis abusé aussi, hein,
va pas pleurer tout le temps. Vous allez avoir un petit vaisseau spatial en fait qui arrive, et là c'est ce que vous avez vu, alors que ce soit des ondes, j'allais dire des ondes Martenot, ça n'a aucun rapport, des ondes lumineuses ou un bolide ou une étoile filante, peu importe. On a la possibilité de faire un géopolitique quand éventuellement on a une observation rapprochée. C'est d'autant plus intéressant. Le type, en fait, j'ai fait une petite classification des différents types que j'ai pu ramasser à droite à gauche, dans les classifications notamment de mes prédécesseurs, à savoir que tout ça peut évoluer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça a été déterminé comme cela. Maintenant, s'il y a une tendance, on va dire que si demain on observe qu'il y a de plus en plus d'observations de certains types de phénomènes et que ce type de phénomène ne fait pas partie du type de l'application, on peut très rapidement, lors d'une mise à jour, faire en sorte d'intégrer ce type de... ou, a fortiori, de pouvoir exclure aussi des types qui n'arrivent jamais, comme un Casimir, ça n'arrive pas. La taille du phénomène, donc la taille estimée. Alors maintenant on rentre dans les estimations, parce qu'on l'a vu avec Richard, lorsqu'on a fait notre observation, on a eu du mal nous-mêmes à s'accorder en fait sur la taille notamment. Lui, bon, moi j'étais plus sur du 5-10 mètres, lui il m'a dit non, là, on est carrément entre du 10 et 20, voire même un peu plus. Donc c'est une estimation. Estimation de l'altitude, c'est pareil. Ce sont des valeurs qui sont très difficiles à déterminer. Les mouvements, le mouvement et la vitesse, ça ce sont des données qui sont couplées. Le mouvement, donc ça va être en fait la forme du mouvement, la vitesse de déplacement. Là j'ai fait une séparation, j'ai mis en fait en exergue le début de l'observation et la fin de l'observation. C'est-à-dire qu'en fait on peut indiquer quel était le mouvement, par exemple il était immobile, la vitesse nulle au début de l'observation. Et puis le phénomène s'est déplacé, est parti très rapidement ou lentement. À ce moment-là, le mouvement a été régulier, irrégulier, accélération, décélération, disparition même. Et la vitesse, supersonique, lente, moyenne, rapide, etc. Je termine sur les caractéristiques du phénomène par couleur et bruit, c'est-à-dire donc, j'ai pas besoin de terminer de couleur et bruit. Vous allez voir. Observation, donc après des données qui sont pures en fait, propres à l'observation, c'est-à-dire la date et l'heure, la durée de l'observation, très important. Photographie, vous allez voir qu'en fait, ça peut être une photographie, mais ça peut être aussi une simulation qui se trouve en dessous. Le sentiment, ça c'est important parce que moi j'ai remarqué à titre personnel que la première observation m'a marqué à vie, ce qui s'appelle vraiment à vie, et que la deuxième a motivé l'application pour laquelle on est réunis cet après-midi. Donc je pense que le sentiment qu'il en est ressorti, c'est très simple, hein, très négatif, rien de particulier, positif ou très positif, ou je sais pas. La redondance, savoir si j'ai déjà été témoin de phénomènes que je ne peux pas classer dans mon champ. Ça peut être aussi important de savoir si par exemple les phénomènes se manifestent à des personnes en particulier. Il peut y avoir cette tendance-là. Et puis un texte libre parce qu'il faut pouvoir décrire ce qu'on a vu, indiquer des choses qui soient essentielles en fait, pour l'enquêteur, notamment au su et à des différentes données précédentes. Là je vais aller encore plus vite. Donc ceci concerne en fait le data mining dont je parlais tout à l'heure. Donc oui, pour expliquer, le data mining, c'est-à-dire en fait une interface web sur laquelle vous allez pouvoir vous connecter directement à la base, observateur ou pas, ça n'a pas d'importance, et sur lequel vous allez pouvoir faire, donc à travers certains critères de sélection, travailler sur tous les champs. Vous avez vu tous les champs que je vous ai montrés auparavant, si ça marche, voilà, vous allez pouvoir recouper ces champs-là. Donc la production à la suite de ces critères, de ces tris, c'est comme une feuille Access hein, pour ceux qui connaissent, la production de graphes, de tableaux, de calendaires, tout ce qu'on veut. Alors cartographie heatmap, ça va peut-être parler à certains d'entre vous, mais pas trop parce que c'est pas très utilisé. Alors c'est surtout utilisé en biologie pour faire du recensement, notamment d'espèces, du comptage en fait. C'est utilisé aussi en météorologie. Maintenant, c'est pas très utilisé dans d'autres domaines, et le phénomène OVNI peut vraiment très bien s'y prêter. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir déterminer avec un système dit heatmap, en fait, carte de chaleur. En gros, on va avoir des points sur lesquels, par exemple, on a une récurrence des observations, ou autrement, ou à contrario, des endroits où rien ne se passe. Et ça peut aider les enquêteurs qui ont envie d'approfondir telle ou telle zone. Donc ces heatmaps en fait se proposent sur des périodes de temps on va dire réaliser en fait
une cartographie point par point, c'est assez intéressant à voir. Météorologie, c'est ce que je disais. Une exportation de résultats, ça peut être vachement intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez finalement la sensation que vous êtes sur quelque chose. Là, je vais un peu vite, mais il y a quand même, par exemple, des redondances étranges ou en fait des géométries qui vous paraissent assez intéressantes. Vous allez pouvoir exporter le résultat de vos recherches. Alors, vous ne pouvez pas exporter la base, hein, parce qu'il ne faut pas pousser, mais vous pourrez exporter le résultat de vos recherches de façon, par exemple, ensuite à vous amuser à aller sur n'importe quelle carte pour géoploter tout ça et voir si vous trouvez des relations et partager ces données-là avec quelqu'un qui a fait ce type d'observation 5 minutes avant à Vladivostok ou en Ontario. Le partage des informations, c'est ce dont je parle, avec un forum dédié à ces recherches de manière internationale. Alors on va me dire, oui, mais la barrière de la langue, il y en a une qui est plus ou moins universelle, qui est l'anglais. Donc le forum sera certainement en anglais, avec certainement des parties qui seront propres à chaque pays. Et aux bonnes volontés surtout. On a besoin de vous. Je dis ça, mais c'est vrai que ça ne peut fonctionner qu'à partir du moment où les gens s'investissent. Une communauté, c'est ça. La deuxième partie, donc le système CLIPS, je vais aller là aussi assez vite, mais donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est développé par la NASA en 1980 Johnson Space Center, c'est utilisé essentiellement en médecine, pour l'aide au diagnostic, mais aussi dans les milieux industriels, gain de performance, j'entends par là par exemple d'aller au fourneau. On a gagné quelques euros à la tonne en utilisant ce système-là, par exemple dans des fonderies du Nord-Est. Je vous laisse chercher sur Internet, vous allez sûrement trouver. C'est très intéressant parce que qui aurait dit qu'en fait à partir d'un système d'intelligence artificielle on arriverait à gagner un peu plus d'argent. Donc pour revenir sur la partie médecine, ça c'est important parce que c'est finalement pourquoi est-ce que j'en suis venu là, c'est parce qu'en fait il y a quelques années de ça, j'ai moi-même travaillé avec ce système-là. J'ai travaillé pour un cabinet de podologie qui était le premier cabinet de podologie informatisé en France. Et dans le cadre de cet emploi, j'ai été amené à travailler sur des scanners et des plaques de capteurs, donc de la piézoélectricité, dans le domaine de la podologie. Mon travail, ça a été en fait de pouvoir récupérer les données d'une plaque de capteurs, ce sont des capteurs à quartz, via une interface RS232 dans un ordinateur, donc une base de données, et ensuite essayer de faire quelque chose avec ces données. Donc la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai fait en sorte qu'elle puisse donner des profils colorimétriques. Donc en fonction des pressions, on a des zones de couleurs plus ou moins rouge, verte, jaune, enfin, qu'on connaît tous. Et j'ai eu la chance de travailler avec deux docteurs, qui sont Luca Avaligna, qui est de San Remo, et Georges Schmitt de Paris, qui sont des docteurs en biomécanique et des gens spécialisés en podologie sportive. Ce sont des gens qui travaillaient avec, à l'époque, je vous parle, ça date, c'est 2001 déjà, qui ont travaillé avec des sportifs connus comme Zidane, etc. Donc leur travail, eux, c'était de dire, écoute, toi, au point d'impact, à tel endroit, tu as telle pression, on va faire en sorte de pouvoir, soit de réaliser certaines orthèses, c'est-à-dire en fait des orthèses plantaires, vous devez à peu près savoir ce que c'est comme une prothèse en fait, mais qui permet de soulager ou d'augmenter ou de diminuer l'impact au niveau plantaire. Et donc de réaliser des orthèses en fonction des pressions et de proposer ça à des gens du secteur de la biomécanique. Donc je suis parti en Italie, j'ai étudié la piézoélectricité, j'ai étudié la biomécanique aussi évidemment, et on m'a demandé de trouver une solution pour arriver à concentrer tout ça. Donc j'ai dit dans un premier temps, ce qui serait pas mal, ce serait de mettre une base sur Internet qui permettrait de pouvoir partager ces savoirs déjà entre tous les praticiens, puis mettre un petit logiciel avec un réseau, etc. Bon, tout va bien. Ça a été fait. Et par la suite, en cherchant, je suis tombé sur le site en fait, qui parlait du système CLIPS. Donc le système CLIPS, c'est un système d'intelligence artificielle, pour dire les mots crûment. Ça permet en fait de pouvoir travailler de la donnée indépendamment d'un travail cognitif en fait, humain, pour reproduire le travail cognitif humain. C'est très intéressant parce qu'il y a toujours un contrôle humain. Alors on n'est pas dans la science-fiction de trop près, dans le sens où en fait il y a toujours un contrôle de l'expert. En l'occurrence, l'expert, c'était ces deux docteurs-là qui analysaient les résultats qu'on obtenait au niveau de la plaque de capteur et qui ont élaboré un questionnaire qui permettait aux praticiens consultants de pouvoir suivre un cheminement logique face à son patient et de lui dire, voilà, mon ami, est-ce que tu as mal au genou, la partie gauche, quand tu te mets comme ça? Parce que là, je vois sur la plaque de capteur, c'est cette question-là qu'il faut que je te pose, plus ou moins. Oui, non. Oui, j'ai telle autre question. Non, j'ai telle autre question.
Et on a ainsi en fait une pyramide de questions qui à la fin donne des résultats qui sont des probabilités pour le cas des praticiens, des probabilités fortes de pathologie. Donc ça a été utilisé, c'est principalement utilisé en médecine, le système CLIPS, et dans d'autres domaines, mais c'est quelque chose qui est resté très confiné. Enfin, finalement, c'est pas très utilisé, alors que c'est surpuissant, on va dire. Mais il faut savoir l'utiliser, c'est assez costaud à mettre en œuvre. Donc c'est un traitement logique, les données. C'est toujours oui, non. C'est oui ou non, on est dans le binaire, en fait. Donc ça, je l'ai dit, reproduire le processus cognitif. Ah oui, le principe du système CLIPS, c'est aussi de pouvoir traiter énormément de données. C'est l'ordinateur qui va faire l'effort de plusieurs experts. Et c'est là où ça devient intéressant dans le phénomène OVNI, c'est qu'en fait on peut arriver avec des millions de données. Si on commence déjà à rentrer les 40 000 témoignages ou 20 000, un certain nombre de témoignages dont on dispose, et que par la suite en fait la population ait la possibilité de témoigner beaucoup plus rapidement, on risque de se retrouver avec des quantités de données complètement incroyables. Et le système expert est vraiment prévu pour ça. Alors, pour résumer, le système expert va être de plus en plus pertinent sur deux tableaux, dans la mesure où on a une grande quantité de données, ça permet de pouvoir obtenir des résultats plus fins finalement, et sur la pertinence des questions, donc la qualité des experts qui vont utiliser le système. C'est pour ça que ce système-là n'est pas utilisable par tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui a vu quelque chose ne va pas pouvoir taper une question en disant est-ce que j'ai vu ceci ou cela, tel phénomène, est-ce que mon voisin a une chance de voir le même? Ça ne se passe pas comme ça, c'est beaucoup plus complexe, mais c'est très très intéressant, je vous assure. Donc voilà, je termine sur le prévisionnel, qui est l'aboutissement en fait de l'expression probabilité des données. Prévisionnel parce qu'en fait si on s'aperçoit que d'une manière récurrente à tel endroit ou dans telle partie du monde ou dans telle plage horaire en fait on a tel type d'observation, radarisée ou pas, eh bien on va peut-être pouvoir permettre à des gens d'aller camper, de passer les RTT sur le haut de la montagne avec leur appareil photo, ça peut être sympa aussi. Voilà, donc un petit exemple. Ça va, tout le monde est... On va faire une pause. Hein. Un petit exemple. Et je lis comme ça, base de connaissances, c'est-à-dire en fait ce qui a été avalisé. Comme je vous disais tout à l'heure, si au bout d'un certain temps on est d'accord on se met d'accord sur tel fait, avec une certaine probabilité, je ne parle pas de 100%, mais on va dire que par exemple, le phénomène de type Z, je veux dire le cigare, et de couleur X%, ça veut dire, et de couleur majoritairement, par exemple, au-dessus de 50%, bleu. On a aussi comme fait que les phénomènes de couleur bleue sont observés à basse altitude, en général. À 80%, ils sont à basse altitude. Alors, on sait que tel phénomène, c'est telle couleur, et puis qu'il est observé, pas lui, mais que les phénomènes en général, c'est une autre donnée de couleur bleue, simplement une autre data dans cette base, sont observés à basse altitude. Je vais rentrer un troisième fait. Je vais proposer, je ne vais pas rentrer, je vais proposer un troisième fait. Les phénomènes à basse altitude, ils ont lieu à X% entre 18 et 19 heures. Voilà. Bon. À ce moment-là, on va interroger le système et l'expert va demander. L'expert, le groupe, va demander, va dire voilà, sur ce phénomène Z, qu'est-ce que tu vas pouvoir nous sortir en sachant que le nouveau fait que je rajoute à la base, c'est qu'en fait, des phénomènes à basse altitude ont lieu entre 18 et 19 heures. Et à la base, je ne parle pas du phénomène Z. Par contre, lui, le système va nous donner une nouvelle proposition. C'est qu'il va remarquer que les phénomènes Z pourraient avoir lieu, majoritairement par exemple, si c'est un point de recherche intéressant, entre 18 et 19 heures. À ce moment-là, lorsque je vais l'interroger sur une observation, par exemple de type Z, on va dire de phénomène. Vous avez étudié, tiens, j'ai vu un truc, c'était comme ci, comme ça, ça ressemblait à quoi? C'était plutôt type Z. Et à ce moment-là, le système va me demander directement, est-ce que vous l'avez vu entre 18 et 19 heures? Alors, par rapport aux données qu'on a à la base, c'est-à-dire le fait que le Z est bleu et que les bleus sont observés à basse altitude, le rapport n'est pas évident pour un expert. Et d'autant qu'on risque d'avoir beaucoup de données. Si on valide cette proposition, c'est-à-dire qu'il se trouve qu'en fait, oui, le phénomène de type Z, il a eu lieu entre 18 et 19 heures. Donc le système, lui, va implémenter la probabilité
que ce type de phénomène ait lieu dans cette tranche horaire-là en majorité, ou on va dire de manière significative. Et ensuite, l'expert peut décider de le valider comme un nouveau fait, c'est-à-dire en fait, comme les faits que l'on retrouve en haut, c'est-à-dire que les types Z sont majoritairement bleus. La deuxième fait, ce sera que les phénomènes de couleur bleue sont majoritairement observés à basse altitude. Et le troisième fait qui va arriver dans la base, c'est que les phénomènes de type Z ont majoritairement lieu entre 18 et 19 heures. Donc maintenant, si je rentre une nouvelle donnée qui va parler d'un phénomène X qui arrive entre 18 et 19 heures, on va pouvoir à nouveau créer de la donnée. Ça vous va? Vous voyez un peu le truc? Voilà. Donc c'est de la logique. On est vraiment dans de la logique pure. On n'est pas dans du procédural. Bon. La communauté, pour terminer, sur la présentation du projet. Donc l'idée, comme je vous l'ai dit, et vous avez bien compris, c'est de fédérer une communauté d'utilisateurs-acteurs, c'est-à-dire qu'en fait, à la fois, je ne parle pas d'observateurs, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez tout à fait utiliser l'application, déjà juste l'application, elle est gratuite, allez-y, je veux dire, dans le sens où, même si, déjà vous aurez ça dans la poche au cas où, mais surtout, vous avez la possibilité en temps réel, aujourd'hui, de voir les applications, les observations qui arrivent. Sur l'application, sur le smartphone, elles ne sont pas triées. Donc vous allez avoir des trucs de fou. Certainement, parce qu'il y a des plaisantins, ça arrive. Mais en réalité, dans la réalité propre des faits, ça ne représente même pas 0,0 quelques pourcents. On en parlait avec Daniel l'autre jour, c'est extrêmement marginal. À côté de ça, vous allez pouvoir peut-être en direct assister à une vague ou à un phénomène très particulier, comme ça a été le cas il n'y a pas très longtemps avec des triangles, avec des choses volantes qui sont complètement extraordinaires. Cette année, ça a été assez fourni. Donc aujourd'hui, l'application, elle est traduite. Alors par défaut, elle est en anglais, elle est traduite donc en français et en espagnol. Il y a les traductions allemandes et italiennes qui arrivent dans la foulée. Et notre objectif, d'ici la fin de l'année, ça va être d'avoir une traduction en portugais. J'ai mis le drapeau du Brésil parce que Coupe du Monde, tout le monde le sait, ça parle plus. Russe, bravo. Oui. Voilà. Chinoise. Et après, je sais pas. J'ai mis le drapeau marocain parce que j'ai pas trouvé d'icône pour l'arabe général. Donc souvent en fait il y a une pléthore de drapeaux et ça cassait un peu l'ambiance sur mes boules, alors j'ai mis le drapeau marocain. Mais ça veut dire que la traduction sera faite en arabe et en japonais. Parce que c'est un pays qui est très intéressé par les phénomènes. Juste une dernière petite précision pour les gens qui iront, on mettra la conférence sur internet, enfin notamment ce document-là. Je me suis amusé à mettre des petits QR codes pour ceux qui connaissent. Vous pouvez directement scanner donc, le groupe Facebook, il faut en parler. C'est là-dessus que toute l'info va se passer au niveau de l'application notamment. Donc inscrivez-vous, voyez un peu, parce que les mises à jour de l'application, quand est-ce qu'il va y avoir des wipes, c'est très important à dire, il va y avoir un wipe de la base de données à la suite de son lancement, c'est-à-dire en fait un effacement. Pourquoi? Parce qu'en fait, au début on la teste, on fait en sorte de corriger les bugs éventuels en utilisation à grande échelle. Et puis il y aura un wipe qui aura lieu et qui sera annoncé sur cette page Facebook. Donc allez-y pour voir quand est-ce que la base sera mise à zéro. Je préviens les gens qui auraient une véritable observation qu'à un moment donné, la base sera mise à zéro. Ça sera indiqué sur le projet OSPAN, sur la page Facebook. Remettez votre observation. Vous pourrez la renvoyer. Parce qu'il faut savoir, j'en parlerai après pendant l'application, que pour l'instant, vous ne pourrez envoyer qu'une seule observation. Et je vous expliquerai pourquoi après. La deuxième partie concerne le groupe Facebook. Alors aujourd'hui, l'application est en test, est en version alpha et bêta test, c'est-à-dire en fait, on a proposé en fait aux gens, aux bonnes volontés, de venir tester l'application. Alors ça ne craint rien pour vos portables, hein, je le dis, parce que alpha ça fait peur, ah bêta, alpha, mon Dieu, diable. Non, l'application est tout à fait sécurisée, c'est simplement pour avoir du retour d'infos. Soit pour le clicker fou, soit pour du retour d'infos dessus. Donc n'hésitez pas à télécharger. Et l'application, donc s'inscrire sur le groupe vous permet d'être inscrit en tant que bêta-testeur et ensuite aller sur l'application Google Play pour la télécharger aujourd'hui. Mais je pense, on en a discuté tout à l'heure avec Daniel, que l'application, parce que ça fait déjà un petit moment qu'on la teste et puis il fallait en parler, en tout cas dire qu'on a fait beaucoup de tests dessus. Je pense que l'application sera disponible d'ici que la vidéo soit sur internet notamment, mais directement sur le Google Play, vous taperez OSPAN et vous devrez pouvoir la télécharger directement. Aujourd'hui, vous allez sur Google Group Forum OSPAN et vous la téléchargez via l'Android, le Google Play, mais d'ici ce soir,
Hein, on a dit ça. Allez, d'ici ce soir, là, c'est une vraie annonce, là, elle est en direct et c'est tout frais. D'ici ce soir, l'application sera disponible à tout le monde, sachant que, je le répète, il y aura un wipe sous peu. Merci Cyril. Une petite démérité de parole.